Bonjour à tous, nous sommes toujours aux ateliers des Capucins à l'occasion de la 7e édition des High Days qui se déroule à Brest. Évidemment, cette année est consacrée notamment à l'âge antique, mais nous sommes début juillet et nous allons faire un point d'actu sur l'IA. Alors pas uniquement brestois, mais bien, on va aller bien au-delà, on va aller au niveau international en compagnie de John Kefelec. Bonjour John. Bonjour Christophe. John, vous êtes investisseur et entrepreneur AI, un cofondateur des AI Days. On pourra peut-être justement l'évoquer dans un instant. Vous avez passé 15 ans comme co-dirigeant de Microsoft à Seattle et dans la Silicon Quatre Valley. dirigeants, je n'ai pas dirigé Microsoft. Pardon? Co-dirigeant. Co-dirigeant, oui, bien sûr. Cadre dirigeant. Cadre dirigeant, exactement. À Seattle et dans la Silicon Valley. John, allez, on va aller sur un scénario que vous m'avez proposé. On va parler du bon, de la brute et du truand. Et on va rajouter un quatrième qui est le parrain, John. Et on va commencer avec le bon, hein, en parlant d'actualité. C'est Dayo Amodei qui nous parle évidemment d'Anthropic. Hein. Voilà, tout à fait. Ben, c'est un petit peu le nouveau de la bande. Hein. C'est vrai qu'on connaît très bien Elon Musk et Sam Altman et Peter Thiel. Et donc Dario Amodei, c'est effectivement, Claude est arrivé sur la scène il y a à peu près 4 mois en décembre. Avant, très peu de gens le connaissaient, sauf les experts. Et donc, effectivement, il a fait l'actualité en étant la première IA qui s'est fait interdire d'export par le gouvernement américain. Alors pourquoi ? Alors, pourquoi? En fait, tout simplement parce qu'une de ces modèles était tellement puissant, qui s'appelait Mythos, il y a un dérivé qui s'appelait Fable, que ça posait vraiment des problèmes de sécurité nationale. C'est-à-dire que des personnes malveillantes pouvaient utiliser le modèle pour aller entrer dans les systèmes de la NSA, de l'administration américaine et mettre des choses un peu dérangeantes. Donc, le gouvernement, quand il a appris ça, de manière un peu particulière, a décidé tout simplement d'interdire le modèle tant que les failles n'étaient pas fixées. Alors, vous le qualifiez un peu de pompier aussi pyromane. Où en sommes-nous maintenant ? Alors maintenant, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, le modèle va être autorisé, mais simplement pour certaines organisations américaines. Voilà, mais il y a beaucoup de dégâts qui ont été faits suite à cette annonce. Le premier, effectivement, en Europe, tout le monde a réalisé que ce que c'était que de dépendre d'un modèle d'IA non souverain européen qui ne correspond pas. Quelqu'un avait le droit de vie ou de mort, donc imaginez les entreprises qui commençaient déjà à y tester, à installer le système, qui du jour au lendemain, on leur coupait l'accès. Donc c'est comme si on vous coupait l'électricité, voilà. Donc ça, c'est une prise de conscience énorme de l'importance de maîtriser les dimensions géopolitiques d'un IA, que c'était pas seulement une technologie, mais ça peut être aussi une arme duel qui peut être posée pour le bien. Et l'autre conséquence directe, c'était l'émergence des modèles open source chinois, qui étaient clairement concurrents au modèle américain closed source, donc propriétaire, comme Anthropic. Et là, même les startups américaines se sont mises de la Silicon Valley à utiliser ces modèles-là. C'est déjà pas mal, en disant que, au bout du compte, il y avait plus de marge de manœuvre à utiliser ces modèles-là qu'un modèle comme ça, trop fort, sur lequel il ne peut pas avoir d'emprise. Et ça, forcément, les GAFAM, ils n'aiment pas trop. Hein. Non, effectivement. Puis c'est un peu le modèle de base du modèle propriétaire qui était en fait institué comme justement étant la manière de faire un rempart contre les problèmes de cybersécurité et de sécurité, en disant que le code source n'était pas partagé. Et donc, on se rend compte qu'en fait, non, en fait, un modèle open source, même propriétaire, très vite peut être copié. Ça s'appelle ça des techniques de distillation, à partir du moment où il est mis sur Internet. Donc, DeepSeek était le premier à avoir fait ça. Sauf que eux, ça leur a pris 6 mois pour distiller le modèle d'OpenAI. Et là, maintenant, une nouvelle technique de distillation, même pas 48 heures, n'importe quel modèle qui est accessible comme ça sur Internet peut être distillé, donc en passant en copier. Et donc, clairement, les problèmes de sécurité nationale sont justifiés. Clairement, on ne peut pas dire que Trump, pour une fois, ait abusé de sa situation. Ça a été pris un petit peu comme un affront en Europe. En fait, leur principal souci, c'était la Chine, la protection de leur infrastructure nationale. Alors, vous le qualifiez de bon, mais peut-on revenir vraiment sur le profil qui est Dario Amodei ? Alors d'abord, il y a un profil très atypique parce qu'en fait, c'est pas à la base un ingénieur informaticien, c'est un physicien et un biochimiste.
Donc voilà, il sort des écoles prestigieuses, Stanford et Princeton. Et il a été marqué par un traumatisme d'enfance. En fait, il a perdu son père très tôt, d'une maladie qui, quelques années plus tard, s'est avérée curable par les progrès de la science. Et il s'est juré qu'il allait mettre au son service, en fait, toutes ces avancées technologiques au service du bien commun. Et très vite, il a pris une dimension, ce qu'on appelle AI for Good. Donc, en fait, contrairement à ce qui finalement est arrivé aujourd'hui, où c'est une situation militaire de son invention, il est très sensible à ces sujets-là, et on le revoit dans plein d'exemples. Il a la constitution, le modèle d'Anthropic est distillé à partir entraîné à partir de documents qui sont fondateurs de l'humanité, mais dans le bon sens du terme. Donc, la Convention, la Déclaration des droits de l'homme, par exemple. Et voilà. Et donc, c'est un écrivain prolifique en tant que scientifique. Il blogue beaucoup. Et il a écrit évidemment un essai que je recommande à tous, s'appelle The Machine of Loving Grace. Et en fait, c'est un petit peu le contrepoids de l'image qu'on a de l'IA qui est destructive, qui tue les emplois et va exterminer le monde. Là, la machine est là au service de l'humain et pour l'aider à aller dans le bon sens. Aller dans le bon sens. Allez, on est déjà à plus de la moitié de l'émission, John, donc on va accélérer un petit peu et on va passer au deuxième, la brute. SpaceX, le triomphe du capitalisme et la souveraineté américaine. On parle évidemment d'Elon Musk. Voilà, alors une fois de plus, alors là, effectivement, il a fait très fort, avec l'IPO de SpaceX, qui a été une réussite pour tous les tableaux, la plus grande IPO de l'histoire, à plus de 1700 milliards de valorisation, 75 milliards de levée. On le connaissait, excellent ingénieur, excellent entrepreneur, et là on se rend compte qu'au niveau financier, il est aussi très très fort. Alors ce qu'il y a de remarquable aussi dans cette introduction en bourse, c'est non seulement lui, évidemment, il a une fortune colossale, qui va donc créer clairement une dynastie Musk. C'est-à-dire qu'avec une fortune pareille, il y a plusieurs générations de Musk qui vont pouvoir avoir une influence dans le monde grâce à ça. Donc, je parlais souvent des fois de la dynastie des Capétiens qui a duré quasiment 1000 ans. Et là, clairement, on va à l'organisation de Musk. Donc, malheureusement ou heureusement, c'est un fait, on va parler de Musk dans plusieurs générations. Mais il a entraîné dans son projet plein de personnes. Donc, il y a 4000 employés de Tesla, de SpaceX qui sont millionnaires. Il y en a 100 qui sont centimillionnaires. Et son investisseur principal, Peter Thiel, donc le parrain de l'écosystème IA, lui, sur l'opération, a gagné 10 milliards. Donc, c'est vraiment tout à fait colossal. Et pour ajouter, comme ce n'était pas suffisant, la semaine dernière, il a annoncé une levée de 25 milliards en obligations, en fait, sur le marché obligatoire, comme s'il avait passé. Mais là aussi pour refinancer sa dette. Et donc, clairement, c'est une opération financière assez magistrale. Et on peut que constater. Vous vouliez évoquer aussi évidemment l'inquiétante dérive idéologique d'Elon Musk. Oui, en fait maintenant c'est un fait. On peut pas. C'est pas une première dans l'histoire des États-Unis. Donc Henry Ford, qui était le grand industriel du XXe siècle, était quelqu'un qui était pro-nazi et antisémite. Mais bon, il ne possédait pas les moyens, les médias que possède Elon Musk et cette puissance financière pour véhiculer ses idées, quoi. Et donc là, oui, là clairement, c'est un problème. Et effectivement, là maintenant, il va encore plus loin. Donc en fait, il m'a profit donc sur ces nouveaux business, l'idéologie du transhumanisme, en fait, pour lui, comme Peter Thiel, en fait, la mort est un bug. Et c'est pas normal, donc c'est un bug à fixer. Ouais. Et donc voilà, donc il s'attaque ça sur tout ce qui est. Il pense que d'ici 2030, 2040, on pourra vivre jusqu'à 120 ans. C'est l'objectif. Alors, il nous reste moins de 3 minutes pour faire deux portraits, celui de Sam Altman et celui de Peter Thiel. Vous l'avez évoqué, le parrain. Et on fera aussi le lien avec notre écosystème. Donc, un mot peut-être sur Sam Altman que vous qualifiez de truand. Oui, enfin bon, c'est ça. En fait, c'est le bon, la brute et le truand. Voilà, c'est pour ça. Les trois sont en même temps bon, brut et truand. Ouais. C'est un petit peu l'idée de l'analogie. Mais là, en fait, il était bon avant, au début d'OpenAI, et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un personnage un peu plus trouble
qu'on l'imaginait. Et là, en fait, il y a deux faits marquants. En fait, c'est-à-dire que c'était le premier à devoir s'introduire en bourse. En fait, les trois faisaient la course contre la montre pour être le premier. Donc, clairement, c'est SpaceX qui a gagné. Le deuxième, Anthropic, a déposé son dossier, le fameux S1. Donc, ça va arriver en 2026. Et là, il vient d'annoncer la semaine dernière que 2027. Donc, c'est un aveu qu'il n'a pas les conditions pour démarrer. Et surtout, il y a eu le procès que lui a fait Elon Musk, où il a gagné pour des raisons techniques, en fait. Mais les éléments ont été quand même assez troublants. Une fois de plus, on a vu un Elon Musk, Sam Altman, un petit peu manipulateur fragilisé. Ouais, il est un peu toxique dans et pas très homme de confiance, effectivement. Donc, allez, un mot sur Thiel, hein, le parrain. Voilà. Alors, Peter Thiel, c'est le parrain. Donc, en fait, il les connaît tous. C'est lui qui les a plus ou moins financés. Hein. Donc, il est à la fois avec Elon Musk chez PayPal. Il a été le premier investisseur chez Facebook. Alors, il a un rôle également qu'on connaît moins en France. C'est un peu l'intellectuel de la bande. Donc, il a été formé à Stanford. Il y a eu un professeur de philosophie qui a beaucoup marqué, qui est un professeur français, qui s'appelait René Richard, qui avait développé le concept de désir mimétique. En fait, le désir, on désire ce que veut l'autre, ce qu'a l'autre. Et ça a un concept qui est appliqué à Facebook. Au début, Facebook, c'était un système normal. Et tout le système de like, de share, en fait, c'est basé sur vouloir ce que fait l'autre. Donc, c'est quand même... ça va assez loin, mais il va au bout de ses idées. Ça marche, quoi. Allez, il nous reste 1 minute, John. Est-ce qu'on peut faire le lien, justement, tout ce qui se passe aux États-Unis avec notre écosystème à nous, ici, en quoi, justement, peut-être à la Pointe-Bretagne, même, nous sommes dans ce dispositif-là? Oui, tout à fait. En fait, c'est un petit peu comme ça qu'on a conçu les IDs, dès le démarrage, en fait, en écosystème. Donc, c'est quoi un écosystème de l'IA? En fait, c'est admettre que même à Silicon Valley, même avec les montants que je vous ai indiqués, personne n'est capable de faire tout seul. Donc, à Silicon Valley, il y a une grande proximité géographique de tous les acteurs. Et c'est un peu ce qu'on a reproduit ici, en fait. C'est-à-dire qu'on a aussi une proximité géographique. On peut très facilement passer du Technopole au Relais, au centre-ville ici ou au Capucin. Donc ici, l'événement, il y a tous les acteurs, que ce soit les startups, les entreprises, les chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là. Et les organisateurs. Faut pas oublier, on a besoin d'animateurs comme un French Tech pour que tous ces écosystèmes travaillent ensemble. Et il va falloir qu'on soit peut-être un peu plus autonome, souverain, justement, pour faire en sorte de pouvoir avoir moins de crainte vu le contexte géopolitique. Voilà, tout à fait. On a démarré, on n'a pas eu à attendre l'installation de Fable. Donc, Mistral, il faut savoir. Donc, techniquement, il y a quasiment très peu de différence entre un moteur Mistral et le moteur des grands, donc c'est très encourageant. On reste compétitif, quoi. Et OVH également, c'est un acteur qui se positionne, qui n'était pas co-positionné sur la couche du cloud. Donc on a franchement tous les acteurs et tout. Ici, localement, n'importe qui peut se renseigner et pouvoir se faire accompagner sur tous ces sujets. Et on n'a pas à rougir, il y a énormément de pépites et de talents aussi qui sont aujourd'hui à la pointe bretonne. Voilà. Merci beaucoup, John. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, on en sait un peu plus sur l'actualité IA au-delà des frontières du Finistère et de la Bretagne, puisqu'on s'est baladé au niveau des États-Unis et de la géopolitique mondiale. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission spéciale. On se retrouve très vite sur vos chaînes locales. Kenavo.